Bonjour et bienvenue sur Algomius. Aujourd'hui nous allons parler de la gestion des fichiers dans un environnement de programmation C++. Effectivement, on parle souvent des bases de données au moment où on veut stocker des données. Cependant, les fichiers peuvent aussi être une opportunité de stocker des données. Parfois, on a juste quelques valeurs à stocker, on n'a pas envie forcément de monter une base de données pour ce genre de choses, et donc c'est une bonne idée en fait de savoir manipuler des fichiers avec notre langage de programmation. C++ nous permet en fait d'utiliser plusieurs types de fichiers. Les fichiers texte dans un premier temps qui contiennent simplement du texte qu'il est possible de lire pour nous en tant qu'utilisateurs. C++ nous permet de générer aussi des fichiers binaires, ce sont en fait des fichiers compréhensibles par la machine, c'est une suite de 0 et de 1. C'est tout simplement en fait une recopie d'une certaine zone mémoire, donc on prend la zone mémoire, on la met dans un fichier. Ça aussi c'est une possibilité qui est offerte par C++. Enfin, de ces derniers temps, le plus souvent, quand on échange des données au travers d'un fichier, on utilise un fichier structuré, c'est-à-dire que le fichier contient à la fois des données, et il contient aussi à la fois la structure pour comprendre à quoi correspondent ces données. Et donc, dans ces fichiers-là, on va reconnaître peut-être les fichiers CSV, comme un separated value, les fichiers XML ou les fichiers JSON. Dans cette première vidéo sur la manipulation de fichiers, nous allons partir de zéro, nous allons expliquer comment créer un fichier, comment écrire dedans, comment lire un fichier. Cette première vidéo s'articulera essentiellement autour des fichiers texte. Les fichiers binaires et les fichiers structurés comme les fichiers CSV feront l'objet d'autres vidéos pour le futur, puisque chaque style de fichier fonctionne de manière un petit peu différente. Les vidéos sont divisées pour que chaque vidéo reste quand même dans un temps raisonnable. Donc cette première vidéo, on va s'attacher aux fichiers texte. Nous allons donc voir comment on peut manipuler les fichiers en C++. Alors il y a déjà différents types de fichiers que l'on peut manipuler en C++. On a des fichiers qui sont sous forme binaire. Alors binaire, ça veut dire quoi? Binaire, c'est tout simplement, c'est que des 0 et des 1, c'est une succession de 0 et de 1. C'est en fait le langage que comprend la machine. L'idée en fait du fichier binaire, c'est tout simplement que l'on va récupérer un bout de la mémoire, tel que les informations sont stockées dans l'ordinateur, et ce bout de mémoire, en fait, on va le mettre dans un fichier. Naturellement, comme c'est du langage binaire, ça ne pourra pas être lu par un être humain, c'est-à-dire que ce ne sera pas des caractères dans n'importe quelle langue, ce sera simplement une suite de succession de 0 et de 1 que un éditeur de texte ne pourra pas forcément interpréter. Mais l'idée, en fait, c'est tout simplement qu'on récupère un bout de mémoire dans un fichier, et dans l'autre sens, on va récupérer de nouveau le contenu de ce fichier, et on va le remettre exactement au même endroit dans la mémoire. Voilà un petit peu à quoi vont servir les fichiers binaires. On a naturellement aussi la possibilité d'avoir des fichiers texte. Donc ça, on a plus l'habitude d'en voir, c'est tout simplement des fichiers qui contiennent du texte, c'est tout ce qu'on peut retrouver sous les readme par exemple, ce genre de choses. Et on peut retrouver aussi des formats texte formatés, c'est-à-dire que ce sont des fichiers qui contiennent à la fois des données, et qui contiennent aussi les éléments de structure qui permettent de savoir en fait à quoi correspondent ces données. Je pense notamment au fichier CSV, qui est le fichier commun separated value par exemple, qui va me permettre de savoir représenter en fait des données qui sont séparées par des virgules. Commun separated value, ça veut dire justement des données séparées par des virgules. On verra dans une prochaine vidéo comment exploiter un fichier CSV en C++. Il y a d'autres formats qui existent aussi, comme le XML par exemple, ou le JSON. JSON, j'avais déjà fait une vidéo dessus où j'exploitais un fichier JSON avec du JavaScript pour pouvoir retrouver les informations qu'il contenait. Ok. Donc voilà un petit peu les différents fichiers auxquels on peut être confronté et que l'on doit lire à partir de notre langage de programmation. Ici, notre langage de programmation sera le C++. Ok, ça marche. Donc on va regarder un petit peu comment est-ce que je peux faire avec tous ces éléments-là. Je vais commencer par m'intéresser au fichier texte, qui est peut-être celui qui est le plus simple et celui que l'on va rencontrer le plus souvent. Alors pour consulter un fichier texte, je vais avoir besoin d'une bibliothèque en plus qui va me permettre justement de pouvoir lire un fichier. Cette bibliothèque va être la bibliothèque fstream. Alors le stream, c'est quelque chose que nous avons déjà vu, puisque quand nous avons utilisé les fonctions cout et cin qui nous permettent respectivement d'écrire et de lire sur la sortie standard, déjà nous avons utilisé la bibliothèque iostream, input, output, stream. Donc en fait, on se rend compte que, encore une fois, on est sur un stream, cette fois-ci on est sur un fstream, c'est le stream fichier, file stream,
Et l'intérêt, c'est qu'effectivement, puisque tout est considéré comme étant du stream, eh bien, en fait, on va se retrouver sur les mêmes fonctions, les mêmes méthodes et les mêmes opérateurs que ce que l'on connaît déjà pour l'écriture et la lecture sur la sortie standard. Ok ? Explorons un petit peu la documentation de la fonction fstream et voyons ce qu'on peut y retrouver. Donc là, sur le site c++.com, on a toute la documentation de fstream, et on va s'apercevoir que pour la fonction fstream, j'ai énormément de données qui peuvent être utilisées. J'ai une fonction open qui me permet d'ouvrir le fichier, j'ai une fonction isOpen qui me permet de savoir si un fichier est ouvert ou pas. Je peux terminer un fichier, je peux terminer son exploitation avec un close. Je peux faire énormément de choses pour accéder aux données. Je peux read, lire ce qu'il y a dans le fichier, je peux récupérer un getLine, je peux récupérer une ligne dans un fichier, je peux récupérer un caractère dans un fichier, je peux mettre quelque chose dans un fichier avec put, je peux écrire quelque chose, bref, je peux faire énormément de choses. SIGP aussi, qui permet de chercher en fait une position dans un fichier. Donc vous voyez que fstream va m'offrir en fait plein de possibilités pour pouvoir parcourir un fichier, et on va s'appuyer sur ces fonctions-là pour pouvoir en fait exploiter un fichier. Alors on voit aussi là qu'on a les opérateurs, alors j'en ai pas parlé, où est-ce qu'ils sont? Normalement on a les opérateurs, ah voilà, l'opérateur chevron qui me permet effectivement d'insérer quelque chose dans un fichier, et j'ai l'opérateur l'autre que j'utilise pour le cin qui permet en fait d'extraire quelque chose d'un fichier. Ces opérateurs peuvent aussi être utilisés justement pour un fstream. Ok, ça marche. On va essayer de se construire un petit exemple. Alors on a un petit fstream, et fstream en fait c'est quoi? C'est une combinaison de deux sous-bibliothèques qui sont ifstream, input-stream, qui va concerner toutes les fonctions de lecture des fichiers, et offstream, c'est le output-file-stream qui va permettre de créer les fichiers, qui va permettre d'écrire dans des fichiers. Donc on retrouve de nouveau cette notion de input-output. In, c'est tout ce qui va rentrer dans le programme. Out, c'est tout ce qui va sortir du programme. Donc, à vous de voir maintenant, si vous voulez écrire un fichier en sortie, ce sera donc un off stream, sinon ce sera une lecture des fichiers en entrée. Ok, on va voir un petit peu comment ça fonctionne et comment je peux écrire dans un fichier. Première étape de ce que nous allons faire, c'est tout simplement, nous allons utiliser la fonction d'écriture. Alors pour écrire dans un fichier, on va respecter plusieurs étapes. La première, c'est qu'il faut déjà ouvrir le fichier. Ouvrir le fichier, ça veut dire que nous allons associer le fichier physique, c'est-à-dire là par exemple nom.txt, c'est un fichier qui contient du texte. Nous allons l'associer en fait à un nom de variable, que je vais appeler par exemple mon fichier. Une fois qu'il est associé à ce nom de variable, eh bien par ce nom de variable, je vais pouvoir accéder en fait à mon fichier, et je vais pouvoir écrire à l'intérieur. Ok ? Et la dernière étape que je vais avoir à faire, c'est que mon fichier, je vais devoir le clôturer, c'est-à-dire que je vais devoir utiliser la fonction close quand j'ai plus besoin de mon fichier, et ça va permettre de libérer la mémoire qui est allouée en fait pour gérer le fichier. C'est une bonne pratique qui me permet effectivement de désallouer la mémoire qui sert pour le fichier. Alors quand on arrive à la fin du programme, eh bien la variable est forcément désallouée, hein, et il n'y a pas de problème là-dessus. Sauf qu'effectivement, si votre fichier, vous le lisez qu'au début et puis qu'après vous vous en servez plus, bah, autant libérer la mémoire à partir du moment où vous ne vous servez plus de votre fichier. C'est une bonne pratique et ça permet en fait de limiter la mémoire qui est utilisée par votre programme pendant qu'il tourne. Ok. Donc là, ma variable qui va contenir mon fichier, je l'ai déclaré en offstream, puisque c'est un fichier de sortie, c'est un output file stream, et donc c'est ce qui va me permettre d'écrire dans mon fichier. Alors je vous propose de voir tout de suite comment ça marche. Je vais prendre un Visual Studio Code, voilà, et je vais écrire du coup dans mon fichier. Alors je vais me créer un petit fichier qui s'appelle écriture.cpp, ok, et donc dans les includes, je vais devoir faire quoi? Je vais déjà faire un include de IOStream qui va me permettre en fait d'écrire et de lire, hein, comme ça me permettra de je sais pas si j'aurai besoin des entrées-sorties, mais je verrai bien. Et je vais intégrer la bibliothèque fstream qui va me permettre de manipuler des fichiers. Ok. Je vais aussi mettre un using namespace std pour ne pas avoir à gérer toujours le std devant les bibliothèques standards.
Ok. Je vais créer ma fonction main. Voilà. Et donc, première chose que j'ai à faire, je vais donc créer un fichier de sortie. Donc, un fichier de sortie, c'est une variable de type offStream. Alors, je vais l'appeler par exemple, je sais pas moi, fichier sortie. Voilà, c'est le nom de la variable. Fichier sortie, et je vais directement lui attacher en fait un nom pour mon fichier de sortie. Je vais l'appeler par exemple, je sais pas, data.txt. Ok. Si je ne donne pas de chemin, en fait, le fichier va simplement être créé en fait dans le même répertoire que se trouve écriture CPP. Il va être créé dans le même répertoire. Sinon, il faudra que je spécifie en fait un chemin absolu, et il va pouvoir être créé n'importe où dans l'arborescence de mon système d'exploitation. Et ensuite, je vais écrire dans mon fichier. Alors, fichier sortie, je vais utiliser la syntaxe que j'utilisais pour cout, c'est-à-dire que je vais écrire directement voici un petit message dans mon fichier. Puis, ce que je peux faire, c'est que je peux sauter à la ligne, donc je vais utiliser un endl, et puis je vais continuer, et un message sur une autre ligne. Voilà. Je vais mettre un point virgule, ça marche. Et j'oublie pas, naturellement, quand j'ai fini de mon fichier de sortie, je vais tout simplement le clôturer pour libérer la mémoire qui est associée. Voilà. Donc 3 étapes, j'ai ouvert mon fichier, j'ai écrit dans mon fichier, et j'ai clôturé mon fichier pour dire en fait que je ne m'en sers plus, et que le fichier redevient disponible. Je vais donc compiler tout ça, donc ça s'appelle écriture.cpp, et je vais l'appeler écriture.exe. Voilà. Ok. Alors je suis en PowerShell, je vais mettre en commande prompt. Je vais lancer écriture. Ok, donc rien, j'ai pas d'output, j'ai pas de rien de s'écrit sur la console, mais vous voyez que data.txt a été créé dans mon arborescence, et si je vais sur data.txt, vous voyez qu'il contient un petit message dans mon fichier, saut à la ligne, puis, et un message autre ligne, sur une autre ligne. Ok. Si je relance écriture, voilà, vous voyez que data, en fait, il s'est pas remis à jour. Ah, j'ai pas recompilé. Oui, si je recompile pas, évidemment. Voilà. Donc vous voyez que ça l'a corrigé, et ça permet de vous montrer un petit peu le comportement par défaut que l'on peut avoir sur les fichiers de sortie, c'est-à-dire que si je relance mon programme, en fait le fichier de sortie est systématiquement réécrasé, et la nouvelle ligne en fait remplace le contenu de ce qui était jusqu'à présent dans le fichier. Alors c'est pas toujours un comportement qu'on a envie d'avoir, on a des fois envie d'avoir que le contenu s'ajoute en fait à la fin du fichier, si par exemple on est en train de constituer une log, eh bien nous allons voir par la suite un petit peu les différentes façons, les différents paramètres que l'on peut passer à l'ouverture de fichiers pour arriver à ce comportement-là. Donc voilà, de base, en 3 petites lignes, j'ai pu mettre en place un fichier de sortie et mettre mes informations à l'intérieur. Ça peut être très intéressant, des fois pour certaines choses on n'a pas envie de monter forcément une petite base de données parce que c'est des données très simples que l'on veut stocker. Pourquoi ne pas les stocker dans un fichier et quand on relance le programme, de nouveau récupérer ce qui était dans ce fichier pour pouvoir continuer un traitement. Ok, ça peut être assez intéressant. Là, on a vu une possibilité d'écrire dans les fichiers avec un offstream et d'utiliser justement les chevrons exactement comme un cout. Si on utilise les chevrons, ça veut dire qu'on a fait une redéfinition d'opérateur. Et si on a fait une redéfinition d'opérateur, c'est qu'on est en C++. En C, malheureusement, je ne peux pas utiliser les objets, je ne peux donc pas utiliser la redéfinition des opérateurs. Donc, si je veux écrire dans un fichier dans le style C, je vais utiliser la fonction write. Alors pourquoi je vous en parle alors qu'on est en train de parler du C++? Tout simplement parce que la fonction write va nous permettre d'écrire des fichiers binaires, que l'on verra tout à l'heure. La fonction write, en fait, elle va nous prendre 2 paramètres. Elle va nous prendre en paramètre la chaîne qu'elle doit écrire, et elle va prendre en second paramètre le nombre de caractères qu'elle doit écrire. Et en fait, elle ne va pas se poser de questions du tout, la fonction write, elle va simplement se positionner en mémoire
à un endroit bien précis de la mémoire, et elle va copier les 100 cases de la mémoire qui suivent. Ok ? Donc c'est quelque chose qui va être très intéressant pour écrire des fichiers binaires, puisque ça va nous permettre de recopier directement la mémoire. Voilà. Donc c'est pour ça que je vous en parle, et on verra une application vers la fin de la vidéo, quand on parlera des fichiers binaires que l'on va pouvoir compléter grâce à cette fonction write. Alors là aussi, puisque cette fonction write découle directement du langage de programmation C, S ici n'est pas un string, hein, puisque string est également une bibliothèque qui repose sur un objet string dans C++, mais cette fois-ci on sera dans du char étoile, c'est-à-dire du pointeur sur caractère, de nouveau un type qui est connu en C. Au niveau de la lecture de fichiers, j'ai maintenant écrit un fichier data.txt. Comment est-ce que je vais pouvoir récupérer les données qui sont dans ce fichier et les intégrer à mon programme? Eh bien, en fait, je vais suivre les 3 mêmes étapes que je viens de présenter pour l'écriture de fichiers, à savoir, je vais devoir ouvrir le fichier, je vais devoir lire le fichier avec une fonction qui va me retourner des éléments. On va voir qu'il y en a plusieurs, mais on va en utiliser une en particulier. Et lorsque j'aurai terminé d'utiliser mon fichier, il ne faut pas que j'oublie de le fermer, de le clore, avec la fonction close. La lecture de fichier va nous faire apparaître une nouvelle fonction, qui est la fonction getLine. Et getLine, en fait, est une fonction qui va me lire un fichier ligne par ligne. Ok. À chaque nouvelle utilisation de getLine, en fait, c'est la prochaine ligne qui sera lue. C'est-à-dire que si je fais un getLine, je vais récupérer la première ligne. Je fais un getLine ensuite, je vais récupérer la deuxième. GetLine ensuite la troisième, et ainsi de suite. C'est-à-dire que quelque part, il y a une notion de pointeur sur la ligne, en fait, que l'on va déplacer petit à petit. Ok. Alors on va s'apercevoir que getLine a un autre avantage, c'est qu'elle a une valeur de retour. Elle renvoie vrai si elle est arrivée à lire quelque chose, et elle renvoie faux si elle n'est pas arrivée à lire quelque chose. Donc ça veut dire que quand getLine renvoie faux, c'est probablement que l'on se trouve à la fin du fichier, et qu'en fait on a parcouru tout notre fichier. Puisqu'elle renvoie vrai ou faux, et bien getLine, on peut tout simplement l'intégrer dans une boucle tant que, et on peut donc parcourir le fichier tant que getLine me renvoie une valeur vraie. Alors on va voir que getLine, c'est une fonction qui est un petit peu plus complexe qu'il n'y paraît. Je vous ai dit que getLine, pour l'instant, elle permettait de lire un fichier ligne par ligne, tout simplement parce que pour l'instant, je l'utilise avec 2 paramètres. Le premier paramètre de getLine est le fichier qui doit être lu. Le deuxième paramètre de getLine est une string dans lequel on veut sauvegarder la ligne qui vient d'être lue. Mais getLine a une autre possibilité, getLine a un 3e argument, et le 3e argument de getLine, c'est le délimiteur. Alors par défaut, si on ne spécifie pas le délimiteur, getLine considère que le délimiteur, c'est le retour à la ligne. C'est pour ça qu'en fait, il va vous lire ligne par ligne. Mais vous pouvez très bien en fait remplacer ce délimiteur, vous pouvez le remplacer par exemple par point-virgule ou par virgule, et c'est ce qui va vous permettre de lire les fichiers CSV. Ok, alors on va déjà créer une petite fonction qui va lire tout simplement un fichier tout simple. Alors un fichier tout simple, comment ça marche? Je vais reprendre mon Visual Studio Code, et je vais cette fois-ci créer un fichier qui s'appelle lecture.cpp. Je vais me permettre de copier ce que j'ai déjà fait dans l'écriture pour que je ne sois pas à chaque fois obligé de refaire les includes. Alors qu'est-ce qui va changer par rapport à l'écriture? Eh bien ce qui va changer par rapport à l'écriture, c'est déjà que mon fichier n'est pas un fichier de sortie, c'est un fichier d'entrée, mais ça encore, c'est que le nom de mon fichier. Ce qui va changer par contre, c'est que mon fichier d'entrée n'est pas un off stream, c'est pas un out file stream, c'est un in file stream. Donc je vais dire maintenant que mon fichier data.txt qui existe va être en fait en entrée de mon programme. Ok, ça marche. Ça c'était la fonction qui écrivait dedans, donc ça je vais pas la changer, je vais l'enlever complètement. Et le fichier d'entrée, il ne faut pas que j'oublie de le clôturer à la fin de mon programme. Donc j'ai mon ouverture, j'ai ma fermeture, et entre les deux, je peux commencer à exploiter mon fichier. Alors comment j'exploite mon fichier? Tout simplement, je vais faire un getLine. getLine va reposer sur 2 arguments. Le premier argument, c'est le fichier en entrée que je suis en train de lire. Okay. Et le deuxième argument, c'est une chaîne de caractères dans laquelle je vais sauvegarder les informations. Ok, très bien. Donc si une chaîne de caractères, il faut que je la déclare pour que je puisse l'utiliser. Voilà. Et j'ai donc ma fonction getLine qui devrait marcher.
Alors getLine est toujours souligné en rouge. Pourquoi? Parce que getLine, en fait, c'est tout simplement une fonction de la librairie string que j'ai pas inclus. Voilà. J'ai inclus string, normalement, getLine devrait être reconnu maintenant. Ok? Donc j'ai fait un getLine, et pour voir si tout marche bien, je vais simplement faire un cout de s, et je vais aller à la ligne. Voilà. Je compile mon petit programme de lecture. Je vais l'appeler lecture. Voilà. Je lance mon lecture, et vous voyez que je récupère la première ligne. Voici un petit message dans mon fichier. C'est exactement la première ligne que j'avais dans mon fichier texte. Ok. Donc la lecture fonctionne. Maintenant, si je voulais relancer, afficher la deuxième ligne, en fait, je pourrais aussi faire un getLine, je pourrais copier ces deux lignes, et je pourrais récupérer donc du coup ma deuxième ligne. Puisque getLine, comme je vous l'ai dit, ça permet de lire un message, mais ça ne laisse pas le fichier, ça ne recommence pas le fichier au début, ça lit la première ligne, et ça positionne un espèce de curseur sur la deuxième ligne pour que la prochaine fois qu'on lance getLine, en fait, on commence à la deuxième ligne directement et qu'on ne recommence pas à la première. Alors là, par exemple, si mon fichier, il a par exemple 2 lignes, ça se passe très bien, mais si mon fichier a 10 000 lignes, je ne vais pas copier 15 fois getLine. Je vais utiliser une propriété de getLine qui dit que getLine renvoie vrai si s'il est arrivé à lire quelque chose. Si getLine arrive à trouver quelque chose dans le fichier, ça me renvoie vrai. Ça veut donc dire que tant que getLine me renvoie vrai, alors à ce moment-là, je vais afficher ce que me retourne getLine. Voilà. Ça marche. Je vais donc recompiler. Voici un petit message, et ainsi de suite. Je peux même aller un petit peu plus loin dans Data, je peux rajouter encore des lignes. Voilà, j'ai rajouté plusieurs lignes. Et si je relance mon programme de lecture, vous voyez que je récupère ligne par ligne le contenu de mon fichier. Donc c'est une solution qui me permet de récupérer pas mal de choses. Ok, donc mon programme fonctionne correctement. On a utilisé la fonction getLigne, ok, ça marche. On a, comme pour l'écriture, on a une fonction read qui découle du C, directement du langage C, qui va nous permettre, elle aussi, en fait, de lire directement les fichiers binaires. Pareil, c'est les mêmes avantages que la fonction write. La fonction read, elle va prendre 2 arguments. Elle va prendre, en fait, un pointeur en mémoire, donc un char étoile, et elle va dire, en fait, le nombre de caractères qui seront lus. Et en fait, read est exactement le pendant de write. Là où write va récupérer une zone mémoire et directement le mettre dedans, et bien read va avoir exactement la même action. Elle va permettre en fait de lire un certain nombre de caractères et directement de la stocker en mémoire. Donc write prend de la mémoire et met dans un fichier, read prend dans un fichier et remet dans la mémoire. Donc c'est vraiment 2 fonctions qui font exactement l'inverse l'une de l'autre. Ok. On va en discuter tout à l'heure aussi, mais si jamais vous utilisez un char étoile, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes sur un pointeur d'une zone mémoire. Si vous êtes sur un pointeur d'une zone mémoire, eh bien il va falloir déclarer cette zone mémoire, et pour ça on a plusieurs possibilités. Soit de déclarer un tableau de 100 éléments, avec un char S de 100, soit on peut utiliser la formulation new char de 100 qui va retourner en fait la réservation de 100 emplacements de type char en mémoire et qui va le retourner sous forme de pointeur, ou alors on peut utiliser la fonction malloc, fonction C qui me permet de réserver en fait un bloc de mémoire. Là, par exemple, dans l'exemple que je cite ici, je fais un malloc de 100 fois size of char. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais récupérer en fait la taille mémoire qu'il me faut pour un char, et si je veux en stocker 100, cette taille mémoire, je vais la multiplier par 100. Et donc, je vais me réserver un bloc mémoire de 100 fois size of char, et je vais récupérer en fait simplement le premier élément dessus. Alors, si je veux le représenter un petit peu de façon un petit peu plus graphique, on peut imaginer par exemple que la mémoire, voilà, c'est tout simplement une grande étagère. Ok. Et donc, si je connais par exemple la taille d'un char, je sais par exemple que pour stocker un char, il me faut une case. Si je veux en stocker 10, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, il me faut 10 emplacements.
Et la fonction malloc, en fait, me donne simplement... alors, je vais insérer une forme. Voilà. Elle me donne simplement le... Non, c'est dans l'autre sens que je voulais mettre. Elle va me donner simplement l'adresse de la première zone mémoire du bloc qu'elle a réservé pour moi. Voilà un petit peu comme ça, c'est ce que me retourne la fonction malloc, et donc il me reste juste en fait à sauvegarder cet emplacement, et donc j'aurai un emplacement mémoire qui m'est réservé, et on me renvoie également directement l'adresse de cette zone mémoire. Voilà. On reviendra un petit peu sur toutes ces notions-là quand on va parler justement des fichiers binaires sur lesquels on va utiliser les fonctions write et la fonction read. Ok. Les fichiers texte, en lecture, on peut également utiliser d'autres fonctions qui découlent directement du C. On a par exemple la fonction get qui me permet en fait de lire un fichier caractère par caractère. Et donc get va simplement me renvoyer le prochain caractère. Ça va me renvoyer un caractère, puis on va mettre le curseur un cran plus loin. Puis ça va me renvoyer un caractère, on va déplacer le curseur, et on va pouvoir faire ça en fait jusqu'à la fin de mon fichier. Donc c'est une autre façon de lire dans un fichier, cette fois-ci caractère par caractère, et non plus ligne par ligne. Alors on peut regarder un petit peu à quoi ressemble la fonction get. Alors je vais créer un nouveau fichier que je vais appeler lettres.cpp. Je vais reprendre tout ce que j'avais dans lecture, pour pas partir de 0. Voilà. On est bon. Alors, ce qu'on va pouvoir changer aussi, ce qui peut être intéressant, c'est que pour l'instant, j'avais un ifstream et un offstream. Ok. Alors, ça peut être intéressant parce que ça me permet de déclarer un fichier d'entrée et un fichier de sortie. Mais comment je pourrais faire en sorte pour déclarer un fichier dans lequel je commence par lire et à la fin du programme, j'écris dedans? Ça serait un fichier qui serait à la fois ouvert en entrée et en sortie. Et donc, en fait, je vais me passer du i et du o et je vais créer en fait un fstream. Je vais donc créer un fstream qui est un fichier. Alors je peux toujours utiliser data, hein, pas de problème. Et fstream va avoir un paramètre supplémentaire qui va me dire comment est-ce que je l'ouvre ce fichier. Et si ce fichier est en entrée, je vais dire tout simplement que c'est un fichier in. Ok ? Voilà. On va revenir sur ces paramètres. Il y a de nombreux paramètres qui vont me permettre d'ouvrir un fichier. Et ça va me donner en fait une latitude supplémentaire. Ça va me permettre de dire que j'ouvre un fichier qui est de type, pour l'instant, je ne dis pas s'il est in ou out, et je lui donne des paramètres pour expliquer en fait ce que je veux faire avec ce fichier. Alors cette fois-ci, je ne lis plus par chaîne de caractères, je lis par caractère. Donc je vais créer un char C, un caractère C, et cette fois-ci, je n'utilise plus la fonction getLine, je vais simplement prendre mon fichier, et je vais utiliser la fonction get, et get en fait va retourner un caractère C. Et cette fois-ci, je vais donc afficher ce caractère C qui est retourné, et je n'oublie pas que le fichier, je dois le clore à la fin de mon utilisation. Voilà, il est clos, et j'ai écrit chacun des paramètres. Je compile donc lettre.cpp, je lui donne un nom qui s'appelle lettre, je lance lettre, et vous voyez en fait que mon fichier a été lu caractère par caractère, j'ai donc un caractère en début de chaque phrase, espace compris, saut à la ligne compris. Donc c'est une autre façon de lire un fichier, vraiment caractère par caractère, ça dépend du fichier que vous avez à exploiter, mais ça peut aussi être une idée de parcourir un fichier vraiment comme ça. Ça permet de décomposer vraiment caractère par caractère, et si chaque caractère a vraiment une information spécifique, eh bien ça peut aussi être une idée de le parcourir dans ce sens-là. Ok. Alors, on a vu que maintenant, on pouvait ouvrir un fichier selon certains critères. On a plein de choses que l'on peut faire. Donc, du coup, la fonction open possède déjà un second argument. On a vu qu'on avait un ios in pour spécifier un fichier en entrée. On a naturellement le ios out qui permet de spécifier un fichier en sortie. Et on a aussi d'autres possibilités, comme par exemple les ios app, pour faire du append, qui permettent justement d'ajouter quelque chose à la fin d'un fichier. On avait vu que le comportement de base, c'était de remplacer le fichier par la nouvelle ouverture. Et bien en faisant un ios app, eh bien on arrive en fait à mettre quelque chose à la fin du fichier. On a aussi un ios at
at the end, hein, le at et e, qui se positionne à la fin du fichier, mais on a la possibilité, par rapport à app, de pouvoir ramener le curseur vers l'avant du fichier pour écrire n'importe où. Et enfin, on a le ios trunk, qui est le comportement de base, qui est que quand on écrit dans un fichier, on peut finalement supprimer ce qu'il existe. Supprimer le fichier s'il existe. Toutes ces valeurs, en fait, elles peuvent être combinées avec l'opérateur logique OU, qui est symbolisé par une barre verticale, et on peut naturellement avoir un fichier qui est à la fois en out et utiliser app pour écrire à la fin du fichier. On va d'ailleurs le faire sur un exemple, on va modifier un exemple que l'on avait déjà. Notre écriture.cpp, on va simplement enlever le offstream et on va le mettre en stream, ce qui va nous permettre de mettre des paramètres, et on va dire que c'est un fichier out, c'est un fichier dans lequel je vais écrire, mais pas seulement, c'est également un fichier app, c'est-à-dire que je ne veux pas supprimer le fichier dans lequel je vais écrire, je veux simplement continuer à écrire au bout. Alors regardez, data pour l'instant se termine sur la fin, ici, et je vais compiler écriture.cpp, je vais le compiler en écriture, et je vais lancer écriture, et vous voyez que le message a été rajouté à la fin. Et si je le relance, eh bien le message continue à s'ajouter. Cette fois-ci, le début du fichier n'a plus été bloqué, n'a plus été supprimé. Le message en fait qui suit se rajoute simplement à la fin du message. C'est ça que nous avons mis en fait en place avec le ios app qui symbolise en fait, c'est l'abréviation de append. Si vous avez fait un peu de Python, vous savez que append c'est aussi la fonction qui vous permet d'ajouter un élément à la fin de la liste. Bah là c'est le même append, c'est la même notion qui est utilisée pour notre fichier. Ok. Ça marche. On a aussi la possibilité de se déplacer dans un fichier. On n'a pas encore utilisé vraiment le curseur de déplacement dans le fichier à proprement parler, mais on sent qu'il y a cette notion de curseur. On l'a senti dans la fonction getLine, qui, quand on avait récupéré une ligne, on sent qu'on allait récupérer la deuxième en rappelant getLine, donc en fait on sait que quelque part le C++ garde un marqueur dans le fichier pour savoir où il en est. Et bien ce marqueur, on va pouvoir le déplacer nous-mêmes, et pour ça on peut utiliser la fonction seekg, qui va nous permettre de rechercher une localisation bien précise, bien particulière dans un fichier. Et ça va servir notamment à l'exploitation de fichiers, par exemple, où vous avez des données à largeur fixe. Alors comment ça marche ? Imaginons par exemple que vous avez un fichier qui vous dit, voilà, sur la première ligne du fichier, tu as l'identifiant client sur 4 chiffres, ensuite tu as le nom du client sur 20 caractères, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, et puis ensuite, tu as le prénom du client, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, sur 20 positions. Eh bien, si vous avez un fichier qui est formaté de ce style-là, eh bien, vous savez que, voilà, vous vous positionnez après la position 4, eh bien, vous savez que vous pouvez récupérer le nom sur 20, ensuite vous récupérez le prénom sur 20, et ainsi de suite. Donc, quand vous avez des données à longueur fixe, vous pouvez chercher directement dans le fichier à placer le curseur directement au bon endroit. Et donc C++ vous permet effectivement de placer le curseur où vous voulez. Et donc en fait on peut se baser sur 3 positions. On peut se baser sur le début du fichier, donc le curseur au début du fichier, la fin du fichier, donc le curseur à la fin, et on peut se baser également sur la position courante du curseur. Donc puisque getLine et get vous déplacent le curseur, on peut aussi dire, voilà, par rapport à l'endroit où je suis, eh bien je continue simplement mon exploitation. Alors comment ça marche ? Je vais vous donner encore un petit exemple. On va prendre un fichier que l'on va appeler recherche.cpp, voilà. Et dans recherche.cpp, alors je vais de nouveau prendre les include, pour que je ne sois pas obligé de les refaire. Est-ce que j'ai besoin de tout ça ? Ouais, je vais garder le stream et le close. On va rechercher dans le fichier de data. Donc le fichier de data, c'est bien un fichier in. Okay. Et ce que je vais faire, tout simplement, c'est que dans fichier, je vais chercher à déplacer mon curseur.
et je vais dire tu vas me déplacer le curseur de 6 caractères à partir du début, de begin, hein, de iosbeg. C'est-à-dire que tu vas te mettre au début du fichier, data, et tu vas te déplacer de 6 caractères. 1, 2, 3, 4, 5, 6. OK. Et ensuite, tu vas me lire les 5 caractères suivants. 1, 2, 3, 4, 5. Et donc, ça devrait m'écrire UN espace PE. Alors, si tout se passe bien, donc là, j'ai besoin, en fait, de... On est sur des fonctions qui sont liées au C. Donc, si j'ai besoin de stocker 5 caractères, j'ai besoin de déclarer un tableau de caractères sur 6. Pourquoi sur 6? Parce qu'effectivement, le dernier élément doit être \0 qui me permet de terminer ma chaîne de caractères. Et ensuite, tout simplement, ce que je vais dire, c'est que je vais dire, bah maintenant, à partir de l'emplacement dans lequel tu es, tu vas me lire S, et S, tu vas stocker les 5 prochains éléments qui sont dans le fichier. Voilà. Donc, je vais compiler recherche.cpp. Je vais faire un -o recherche. Voilà. Ah bah je les ai pas affichés. Oui, si j'affiche pas ce que je lis, on verra pas grand chose. Donc il faut effectivement que j'affiche la chaîne de caractères qui est lue. Et donc normalement je devrais avoir mon UNPE. Voilà, UNPE. Je me suis déplacé sur le 6e caractère, puis j'ai lu les 5 caractères qui suivaient. Donc je peux vraiment chercher en fait une zone qui est vraiment bien délimitée. Alors je peux aussi chercher par rapport à la fin, c'est-à-dire que j'arrive à la fin de mon fichier et je veux récupérer par exemple le dernier mot. Bah, comment je fais ça? Bah, je me place à la fin de mon fichier, je fais 1, 2, 3, 4, 5, donc je reviens de 5 en arrière, et ensuite je lis les 5 caractères qui suivent. Ok? Donc je vais partir sur mon fichier, je vais récupérer ça, je dis cette fois-ci je me place à la fin de mon fichier, et je reviens en fait de 5 caractères en arrière. Puis je lis les 5 caractères, et je les affiche. Je compile, je recherche, et je tombe bien sur le mot ligne. Donc voilà, je suis parti de la fin, je suis revenu en arrière de 5 caractères, donc ça vous montre que l'on peut se déplacer soit vers la droite, soit vers la fin du fichier, soit vers le début, suivant que l'on mette un nombre positif ou négatif, et j'ai une fois de plus récupéré les nombres de mon fichier. Ok, ça marche. Si jamais je veux vraiment être rigoureux, bah, puisque j'ai ici réservé un tableau de 6 caractères, eh bien il ne faut pas que j'oublie à la fin de mon programme de supprimer ces caractères, il ne faut pas que j'oublie de supprimer ma variable S et de relibérer la mémoire qui a été utilisée. Ok, ça marche. Ok. On va peut-être s'arrêter là, vu le temps, sur les fichiers de recherche, et je ferai des vidéos complémentaires sur les fichiers binaires et sur les fichiers CSV. Voilà, cette première expérience de manipulation avec les fichiers texte nous a permis d'apprendre énormément de choses. Nous avons vu qu'il y a toujours un pattern commun qui nous permet d'accéder aux différents fichiers. On commence toujours par ouvrir un fichier, en expliquant le nom du fichier, en expliquant le type d'ouverture, est-ce que c'est de l'entrée, est-ce que c'est du sortie, est-ce que c'est du append, est-ce que c'est du trunk, voilà. Ensuite on exploite le fichier, soit on le lit, soit on écrit dedans, et on a une troisième étape qui permet de clore le fichier. Clore le fichier, ce n'est pas seulement fermer le fichier, mais c'est aussi libérer toute la mémoire dans le programme qui était utilisée pour la gestion de ce fichier. Donc ça permet, encore une fois, d'être propre au niveau de la mémoire et de libérer la mémoire sitôt que l'on n'en a plus besoin. Ok, donc on a vu principalement les fichiers texte au travers de cette vidéo. Les vidéos suivantes vont parler de l'exploitation des fichiers binaires et des fichiers structurés comme les fichiers CSV, et ça va nous permettre d'avoir une vision assez globale de ce que l'on peut faire avec la gestion de fichiers. Naturellement,
Tout ce que l'on a appris au travers de cette vidéo va être réutilisé puisque les fichiers binaires et les fichiers CSV sont avant tout des fichiers. Donc on va trouver de grandes similitudes entre ce que nous venons de voir dans cette vidéo et les autres vidéos qui concerneront les fichiers. À bientôt!